Je voulais remercier mes maîtres et tous les confrères ici présents ce matin. Je vois parmi l'assemblée des figures qui se sont données pour la formation en Afrique et qui ont soutenu la chirurgie en Afrique, et je voulais vraiment exprimer toute ma reconnaissance pour le travail que les uns et les autres ont pu accomplir pendant des années en Afrique. Aujourd'hui, on nous a demandé de parler de l'enseignement de la chirurgie en République démocratique du Congo. Je voulais dire que cette formation que nous avions commencée depuis un certain moment à l'hôpital de Panzi était surtout motivée par le fait que nous avions observé que parmi les femmes que nous traitions pour fistules vésicaux ou fistules urogénitales, ces femmes avaient eu aussi des césariennes, alors que la césarienne, normalement, sert à prévenir la survenue des fistules. Et malheureusement, elles ont eu la césarienne, mais elles ont également une fistule. Et donc, on s'est investi, on a fait une recherche pour essayer de comprendre. En fait, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de fistules qui étaient des fistules iatrogènes, malheureusement, et que les gens qui pratiquaient des césariennes ou de la chirurgie gynécologique n'avaient pas forcément la formation pour faire cette chirurgie. Et donc, l'hôpital des Panzi s'était investi à essayer de regrouper le moyen pour permettre de faire une formation minimale, ne fût-ce que, par exemple, pouvoir faire une césarienne correctement. Je tiens à remercier Richard et toute l'équipe, Bernard Crézé, Philippe Descamps, qui se sont organisés pour donner le premier cours d'un diplôme de chirurgie vaginale, mais ça ne se limite pas seulement à la chirurgie vaginale, mais c'est un peu plus large pour permettre donc de prévenir ce type de lésions. Et la première séance a eu effectivement en décembre. Alors, ce que nous faisons à l'hôpital des Panzi, nous faisons la prise en charge chirurgicale de la fistule urogénitale chez la femme et des fistules qui sont souvent complexes et délicates. Mais ces fistules, lorsqu'on les opère, c'est très, très important. Je le dis souvent à tous mes étudiants, lorsque vous décidez d'opérer une fistule, vous devez être sûr que vous aurez les résultats donc vous allez fermer cette fistule et obtenir la continence. Si vous n'êtes pas certain, c'est toujours mieux de se référer à quelqu'un d'autre, puisque nous avions vu qu'une fois une fistule opérée échoue, malheureusement, cette fistule, même si elle était simple, il y a le fait de la fibrose, la perte des tissus qui va rendre cette fistule après difficile à soigner. Et plusieurs facteurs contribuent au résultat. Parmi ces facteurs, il y a la particularité de la lésion, la taille de la lésion, son diamètre, la fibrose, l'atteinte de mécanismes de fermeture de la vessie, la perte des tissus parfois importante et malheureusement aussi la compétence du chirurgien joue un rôle important dans la prise en charge et l'opération des filles. D'accord. Donc, à l'hôpital des Panzi, de 1999, à ce jour, nous avions opéré plus de 7000 fistules. On les fait à l'hôpital, mais aussi on les fait en outreach. Donc, nos équipes voyagent dans des milieux reculés et opèrent lorsque c'est possible. Et lorsque ce sont des fistules compliquées, on les transporte, on les amène à l'hôpital des Panzi. On a beaucoup parlé des fistules post-viol, traumatiques post-viol, et nous avons pu faire une étude qui a montré que finalement, la fistule obstétricale reste
la plus importante. La fistule post-viol représente à peu près seulement 4% des fistules que nous avions opérées à Panzi. Donc, si nous devons nous concentrer sur l'éradication de la fistule, il faut vraiment travailler beaucoup sur la prise en charge obstétricale, puisque l'obstétrique reste la source la plus importante des fistules. C'est ainsi que nous avons initié la formation des médecins et depuis 1999, nous avons déjà formé 188 médecins. Et ces médecins, ils sont classés en 3 types. Il y a des juniors, donc ceux qui ont fait seulement 3 mois de formation et qui normalement peuvent faire bien une césarienne, peuvent faire une fistule simple. Nous avons des seniors qui maîtrisent de faire des fistules qui sont compliquées, mais aussi nous avons des experts qui non seulement peuvent faire des fistules compliquées, mais ils peuvent aussi faire ce que nous appelons des astuces. Ils peuvent faire des réimplantations urétérales, etc., lorsqu'il n'y a pas moyen de réparer ces fistules. Dans notre formation, on ne forme pas seulement le médecin, puisque dans le milieu reculé, le médecin, il a toujours besoin d'un anesthésiste. Et nous faisons, souvent c'est la rachi-anesthésie que nous proposons à nos malades, qui est en fait l'anesthésie que nous trouvons la plus appliquée, mais également nous associons les sages-femmes et les infirmières dans la formation, puisque le succès du traitement dépend en fait de leur prise en charge. Les outils que nous utilisons dans notre enseignement, nous utilisons le manuel de formation à la chirurgie réparatrice de la fistule, qui est un manuel de Figo, mais nous utilisons également le manuel de pratique obstétricale, donc des traitements des fistules. Nous avons initié avec des collègues la pratique de la césarienne, puisque comme je viens de dire, en fait la césarienne pourvoit beaucoup de fistules, puisque ceux qui font la césarienne n'ont pas forcément été formés pour faire la césarienne. À ces manuels, nous associons des cours d'anatomie classique. Surtout, nous faisons donc l'anatomie du pelvis. Nous faisons la technique chirurgicale pour que les médecins formés puissent veiller aux étapes de la chirurgie. Nous avons des protocoles que nous donnons et depuis un certain moment, nous utilisons les vidéos traîneurs et la bonne pratique d'obstétrique. En fait, pour opérer les fistules, nous utilisons les classifications. Il y a beaucoup de classifications des fistules, mais il y a 2 classifications qui nous avaient beaucoup plus intéressés. C'est la classification de Waldeck et de Go. D'abord, pour la classification de Waldeck, c'est une très bonne classification puisqu'elle tient compte donc de la physiopathologie urinaire et cette classification a quand même quelques lacunes puisqu'il ne tient pas compte de la fibrose et aussi lorsque vous enseignez de jeunes à aller faire des fistules dans l'outreach, la classe 3 par exemple ne correspond pas forcément à des fistules compliquées. Donc si ils doivent aller en outreach, la prédictivité est très faible et donc c'est une très très bonne classification puisqu'en fait lorsque on sait utiliser cette classification, on sait très bien que lorsque le mécanisme de clôture est atteint et lorsque la fistule est circonférentielle, c'est une fistule où on a très peu de chances de pouvoir la fermer.
La classification d'Hugo, c'est une classification qui est beaucoup plus simple, mais cette classification ne tient pas malheureusement compte de ces mécanismes de clôture, de fermeture de la vessie, ni du caractère circonférentiel de la fistule. Alors, à Panzi, on s'est posé la question comment, lorsque nous envoyons des médecins à Outreach, comment ces médecins peuvent prendre leur décision d'opérer ou de plutôt transférer les patientes à l'hôpital de Panzi. Nous avons combiné ces deux classifications et nous avons fait ce que nous appelons le score des Panzi, que nous avons publié. La publication est là. Et cette classification, le score des Panzi, permet donc aux chirurgiens en outreach de pouvoir assez rapidement, en utilisant donc le diamètre, la taille de la fistule, les lésions circonférentielles, de pouvoir avoir un score qui leur permet de dire si j'ai des 0 à 1, je peux opérer. Et là, le résultat est toujours au-delà des 95%, alors que lorsqu'on est entre 2 et 3, normalement, nous conseillons, s'ils sont des seniors, ils peuvent opérer jusqu'à 2, mais si ils sont le score est au-delà de 3 et au niveau de 3, il faut toujours transférer au centre pour que la prise en charge soit faite par les experts. Et avec ces scores, on peut observer que le taux de succès est très élevé. Donc, si on prend le taux cumulé des opérations qui sont faites en outreach et des opérations qui sont transférées au centre là où il y a des experts, on est entre 90 et 95% des succès, ce qui est déjà très bien si on arrive à obtenir la fermeture de la fistule, mais également donc rétablir la continence. Notre plan de formation, nous commençons toujours par la chirurgie vaginale, puisque nous considérons qu'un médecin qui va aller réparer la fistule, qui ne respecte pas l'anatomie normale, dans la fistule, il y a tout l'aspect fibrose et destruction des tissus. C'est très, très important que ces médecins soient à mesure de faire des gestes simples au niveau de la chirurgie vaginale. Et donc, nous les apprenons à faire des prolapsus, mais également des hystérectomie vaginale. Et puis, nous faisons la bonne pratique de la césarienne et la gestion des urgences obstétricales. Et dans ces cours, nous donnons également le cours sur le parthogramme, puisque souvent ces médecins travaillent avec des sages-femmes. Et donc, ce sont ces médecins qui vont décider de faire la césarienne ou non. Et donc, s'ils font la césarienne, ils doivent avoir une pratique de césarienne acceptable. Et c'est seulement après qu'ils font leur training, leur formation sur la réparation des fistules. Donc, nous envisageons, on a discuté ce matin avec la présidente des FIGO, je pense que lorsqu'on fait la formation des fistules, elle doit être mixte, préventive et curative. Il faut absolument pouvoir prévenir puisqu'on a les armes pour pouvoir les faire. Alors, les étapes de la formation, normalement, nous prenons 3 mois où nous invitons des médecins qui viennent des zones reculées à Panzi, où ils vont faire ces premiers cours que nous appelons le premier niveau et qui permet aux médecins d'obtenir en fait les niveaux des juniors. Et les juniors, comme j'avais dit, ils peuvent faire une cure de cystocèle, une cure de rectocèle, ils peuvent faire une hystérectomie, ils maîtrisent la césarienne, mais également ils peuvent opérer toutes les fistules de score de 0 à 1, ils peuvent les faire sans problème. Après, nous les renvoyons dans leur milieu d'origine, puisque lorsqu'ils apprennent à Panzi, ils apprennent dans un bloc opératoire où il y a la lumière correcte, il y a une table qui peut bouger, et donc ce sont des conditions quand même d'opération qui sont meilleures par rapport à leur pratique dans leurs hôpitaux. Et là,
ils partent, ils opèrent tout ce qui est score 0-1 de Panzi, et tout ce qui est 2 à 3, ce sont des fistiles qu'ils gardent. Et après 3 mois, ils invitent l'équipe d'experts des Panzi qui vont aller travailler avec eux dans leurs conditions et dans leur milieu en utilisant le matériel qu'ils ont dans leur bloc opératoire. Et après cette formation qui va être faite sur place, ou bien le chirurgien l'apprenant satisfait, et à ce moment-là, il devient un senior et il est autorisé à pouvoir faire tout le travail que les seniors font, ou alors il faut reprendre donc les activités et faire encore inviter les experts dans son contexte. Et après le 3 mois, s'il passe les seniors et qu'il veut maintenant faire la formation d'experts, à ce moment-là, on les invite de revenir à Panzi, où il va être en contact des autres experts pour faire les interventions qui sont beaucoup plus compliquées et qui demandent une grande expertise. Et c'est ça les étapes de formation que nous faisons. Donc nous les faisons aussi bien au centre de formation, mais nous allons également donc dans les hôpitaux périphériques des médecins pour qu'ils puissent opérer, mais avec un soutien dans leurs conditions. Notre méthodologie de l'enseignement, donc souvent en fait nous avons les manuels que je viens de vous présenter et les sujets sont exposés par les apprenants et où le formateur, surtout lorsque c'est l'anatomie, on préfère plutôt que ce soit les formateurs qui discutent avec les étudiants. Nous avons des modules et des chapitres qui discutent entre eux. Ce n'est pas le formateur qui va apprendre, qui va faire de formation, donc qui va faire des présentations, mais ce sont les apprenants. Après, il y a des discussions et échanges avec des formateurs qui vont se faire pendant la formation théorique, donc il y a beaucoup de discussions, mais aussi nous permettons à ce qu'il y ait des discussions au bloc opératoire où ils peuvent nous interrompre lorsque nous opérons, poser des questions, avoir beaucoup plus d'informations par rapport aux actes qui sont posés. Nous faisons la simulation aussi médicale pour, par exemple, la bonne pratique obstétricale, et aujourd'hui, je crois que nous allons en parler un peu. Nous avons vraiment besoin qu'il y ait beaucoup d'apprentissage qui se font en simulation. Le modèle d'évaluation, chaque acte est évalué au bloc et signé dans le manuel de chaque candidat. Et ceci nous permet finalement de pouvoir coter les apprenants d'un 1 à 5 pour les actes qu'ils vont poser. Et c'est l'ensemble de cette cotation qui, à la fin de la formation, nous permet de pouvoir amener notre apprenant au niveau de juniors ou des juniors au niveau des seniors. Ici, je vais présenter assez rapidement comment se passe cette évaluation, puisque je considère que cette évaluation est très, très importante. Donc, évaluation de la performance de l'opération chirurgicale. Il y a d'abord la connaissance des étapes opératoires médicales. Et ici, c'est l'élément numéro 1, où on essaie de voir si le médecin apprenant, il est familier avec les étapes de l'opération, est-ce qu'il est capable de nommer ou de décrire les étapes opératoires avant de pouvoir opérer. Est-ce qu'il sait très bien, il est capable d'expliquer ces étapes opératoires pour la plupart, ou certaines étapes, il n'est pas capable de les expliquer. 4, c'est lorsqu'il a des connaissances évidentes de toutes les étapes opératoires et il est capable de détailler les marches sans hésiter. Et donc, ils sont cotés de 1 à 5 sur la connaissance des étapes opératoires.
La manipulation des instruments, c'est donc l'élément numéro 2. Est-ce que notre apprenant connaît et fait des mouvements hésitants ou maladroits en utilisant les instruments de manière appropriée? Là, c'est 1. Et lorsqu'il est capable d'utiliser aisément les instruments sans maladresse, il sera coté à 5. Et entre l'intermédiaire, en fait, on évalue 2, 3 et 4 en fonction de la capacité de l'apprenant à utiliser donc les instruments. La connaissance des instruments. Est-ce que notre apprenant, lorsqu'il va poser un acte, est-ce qu'il utilise ou demande qu'on lui donne l'instrument qu'il faut, l'instrument approprié ou non? Et ici, il est coté d'un 1 à 5 en fonction de sa familiarité évidente avec les instruments et surtout s'il a la capacité d'utiliser, demander toujours les instruments qu'il faut pour poser les actes qu'il fait. La mise en œuvre de l'opération médicale est cotée aussi de 1 à 5. Et ici, souvent, c'est de voir si l'apprenant connaît la mise en œuvre de l'opération et planifie aisément l'opération et son déroulement étape par étape. Et donc, de 1 à 5, on évalue. Et le 5e élément, c'est établir les normes de qualité et le respect des tissus. Et ici, c'est très important, surtout quand il s'agit des fistules, puisque lorsque on utilise mal les tissus, après, on réduit la capacité vésicale. Et ce que nous avions observé, fermer la fistule, c'est une chose, mais avoir la continence, c'est tout à fait aussi une autre chose. Et les patientes ne font pas la différence si elles ont une vessie irritable que vous aviez fermée, mais qu'elles perdent les urines constamment, elles ont le sentiment que vous n'avez pas traité la fistule, même si la fistule a été fermée. Et ici, souvent, comment on utilise les tissus? Est-ce qu'on force inutilement sur les tissus? Est-ce qu'on les dommage en tirant ou en coupant? Ou alors on a une connaissance évidente de toutes les étapes opératoires et on protège surtout ces tissus. Et il y a aussi la manipulation d'instruments chirurgicaux qui peuvent également causer des dégâts sur le tissu. Et enfin, la 7e étape, c'est résumer la performance globale, où on peut constater que l'apprenant n'est pas compétent et donc à ce moment-là, il ne peut pas on n'autorise pas tout simplement d'opérer, il n'est pas autonome, ou alors c'est un apprenant qui est capable de travailler de manière autonome à son niveau, si c'est un junior ou un senior, et qu'il pose des gestes dans la majorité des cas de façon anticipative et qu'il comprend exactement ce qu'il fait. On termine toujours cette évaluation qui va se faire sur plusieurs jours, puisque pour chaque intervention, on fait une cotation, on fait le commentaire qui va permettre finalement de l'autoriser ou ne pas l'autoriser. La force de cette formation standardisée à Panzi, d'abord, c'est ce score de Panzi pour le bon pronostic. Donc, le médecin qui va opérer, il sait exactement qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Avec les scores, il peut lui-même s'auto-censurer pour des fistules qu'ils ne peuvent pas faire, puisque je crois que quand mon ami Richard était à Bukavu, j'insistais beaucoup sur le fait que lorsque vous ne savez pas faire, c'est mieux toujours de faire appel ou de transférer qu'essayer de forcer et vous détruisez et après il n'y a plus la possibilité de pouvoir réparer. La pratique dans la prévention, elle est très
très importante. Je l'ai dit encore, dans une étude que nous avions faite, nous avions observé que 16% des fistules que nous traitions étaient des fistules iatrogènes. Et donc, si on ne fait pas la prévention, si on ne fait pas la sensibilisation pour l'utilisation de l'obstétrique, on va continuer malheureusement continuer à opérer. Et je pense que la chirurgie du pelvis, dans cette formation où souvent les chirurgiens est amené à opérer dans un espace exigu, mais s'il n'a jamais fait la chirurgie vaginale, c'est très compliqué. Et si surtout on ne développe pas l'anatomie périnéale correctement, l'apprenant ne sait pas comment pouvoir s'y prendre. Et je pense que nous avons la particularité dans la région des fistules post-viol, mais ces fistules post-viol, comme il n'y a pas la fibrose, ce sont des fistules par introduction des objets, ce sont des fistules relativement faciles à opérer, mais parfois ce sont des fistules qui sont spectaculaires. Et donc, la spécificité aussi de cette formation, c'est le fait que nous pouvons faire le mentorat dans les sites, aller opérer avec les malades, avec les apprenants dans leur propre endroit. Les défis que nous avons aujourd'hui, c'est améliorer la qualité des cours avec la nouvelle technologie. Et là, je crois que nous faisons appel à l'Académie des chirurgies de pouvoir nous accompagner. Et je profite de cette occasion pour faire un appel aussi à la présidente de FIGO de pouvoir nous accompagner dans la partie francophone pour cette formation. On peut utiliser la nouvelle technologie pour communiquer, pour discuter avec des confrères à distance. On a besoin d'avoir une documentation de bibliothèques, mais aussi donner aux apprenants en fait un minimum de documentation lorsqu'ils retournent dans leur milieu d'origine. Nous voulons développer, nous avons commencé avec Angers, l'assimilation. Nous considérons qu'il y a beaucoup de choses que nos apprenants peuvent faire dans l'assimilation que pouvoir les faire directement sur le malade. Effectivement, la durée de notre formation jusqu'à aujourd'hui, nous le faisons en 3 étapes qui sont considérées parfois comme étant longues, de 3 mois, mais nous pensons que si nous pouvons réunir la plupart de ces défis qui se posent à nous aujourd'hui, ce temps peut être réduit et ne pas prendre trop de temps aux médecins qui travaillent dans des endroits isolés, seuls, et où on a vraiment besoin de leur travail. Merci pour votre attention. Merci pour cet exposé minutieux et très complet de l'activité à l'hôpital de Panzi. Dans la salle, je sais qu'il y a de grands experts de la chirurgie des fistules. Ont-ils quelques remarques, réflexions à faire après cet exposé? Oui, Dumurgier. Oui, écoutez. Bon, félicitations pour cette magnifique présentation de la formation, parce qu'il faut passer par la formation et non pas uniquement le traitement, parce que effectivement après il y a encore toujours beaucoup de fistules. Je connais surtout la région du Sahel et on rencontre des fistules un peu peut-être différentes, qui sont vraiment post-obstétricales, c'est-à-dire chez des femmes très jeunes, moyenne d'âge moins de 20 ans, que ce soit en Mauritanie, au Mali ou ailleurs. Et en général, elles viennent tardivement et des gros problèmes, et c'est pour ça que vous avez insisté sur ne pas oublier dans la classification, la sclérose, c'est souvent des tissus extrêmement remaniés. Et la plus grande difficulté, c'est de voir la fistule. On la sent, il y a des signes cliniques. Et donc, en fait, on traite 99% pratiquement par le bas. Et malheureusement, depuis quelques années, que ce soit au Bénin, à Tangueta ou ailleurs,
la proportion des fistules iatrogènes, c'est-à-dire après césarienne, après hystérectomie, etc., cette proportion qui était très basse, maintenant avec le développement de la chirurgie gynécologique, devient plus fréquente parce que malheureusement ces césariennes, ces opérations gynécologiques ne sont pas toujours traitées par des chirurgiens très compétents. Et donc, cette proportion augmente considérablement dans les dernières missions. La dernière qui vient d'avoir lieu en Côte d'Ivoire, il y avait plus de la moitié qui étaient des fistules post-traumatiques, enfin post-chirurgicales, disons pas. On oppose un peu aux fistules post-obstétricales qui sont dues à la dystocie et à la disproportion fœto-maternelle. Non. Je suis entièrement d'accord avec vous. On voit très bien que aujourd'hui, la césarienne qui normalement est faite pour prévenir la fistule, mais lorsque les césariennes sont faites par des mains inexpertes, on se rend compte que le nombre de fistules après césarienne est en progression. Et je pense que tous ceux-là qui travaillent sur la fistule devraient travailler en amont pour éviter à ce qu'on ait cette progression due aux césariennes mal faites. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pas d'autres questions. Je voulais vous demander, avez-vous l'intention, vous c'est qui? Ah, pardon. Oui, bonjour, Albert-Claude Benamou, chers collègues, Denis. Dans quelle mesure les collègues médecins généralistes sont du terrain, de vos districts, sur le qui-vu par exemple, peuvent être intégrés dans les programmes de formation au traitement de ces fistules, puisque le sujet, c'est souvent le diagnostic d'abord, et ensuite la capacité d'intervenir avec les moyens du bord. Les médecins que nous formons à Panzi, par exemple, la dernière fois, on avait sur 20 médecins qui étaient en formation, il y avait seulement 2 gynécologues. Les restes, c'était des médecins généralistes. Et il est vrai que, par exemple, en République démocratique du Congo, les pays est divisé en zones de santé ou districts. Et la plupart de ces médecins des districts qui pratiquent la césarienne, ce sont des médecins généralistes. Et donc, c'est pour cette raison que nous insistons beaucoup sur la pratique donc de la césarienne et nous considérons également sur une superficie de 2 345 000 km², on ne peut pas déplacer les femmes de 1000 km pour faire, par exemple, une fistule qui serait classée de type 1 de Waldeck ou 0, par exemple, de notre score. Nous considérons que lorsque le généraliste a une formation de base que nous, jusqu'aujourd'hui, nous mettons à 9 mois, il est capable de pouvoir prendre en charge ce type de pathologie dans son hôpital de district. 2 questions. Oui, oui. Puis, je voudrais que les fistules obstétricales se produisent parce que les femmes accouchent toutes seules, dans leur case, dans les villages. Il n'y a personne pour les aider. Le reclassement des accoucheuses traditionnelles, et matrones, s'est avéré inefficace, bien qu'elles gardent toute leur qualité, mais ce n'est pas la question. Donc il a été créé, maintenant il y a plus de 30 ans, ce qu'on a appelé des infirmiers de brousse, qui ont été formés pour pratiquer les césariennes, les délivrances artificielles, les extractions instrumentales, et c'est peut-être de eux que viennent ce surcroît de fistules chirurgicales. Mais encore une fois, ils ont été formés parce qu'il n'y avait strictement personne. L'autre façon de prévenir les fistules obstétricales n'a rien à voir. Ce sont des préventions économiques. Les femmes accouchent seules parce qu'elles n'ont pas d'argent. Et donc, il a été créé, notamment à Nouakchott, par Renaudin, il y a au début des années 2000, ce qu'on a appelé le forfait obstétrical, qui a consisté à faire cotiser les femmes
qui sont en âge d'avoir des enfants, elle donne 5 $ tous les ans, et de cette cagnotte se servent les femmes qui ont besoin d'accéder à la chirurgie et à la césarienne. Et j'ajoute que la prévention est même encore plus ancienne, car je me souviens d'avoir rencontré à la clinique de Hamlin, à la fistula clinique d'Addis Abeba, une sage-femme irlandaise, je crois, qui s'appelait Mme Kennedy, se promenait sur les marqués avec une toise de 1,50 m. Et chaque fois qu'elle croisait une femme enceinte plus petite que la toise, elle lui disait d'aller accoucher à la clinique Paul-Hobson. Donc la prévention est quelque chose qui existe depuis longtemps et il fallait effectivement encore faire des efforts. Je crois qu'effectivement, comme l'a dit Dumirgé, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question par rapport aux gens qui ont été formés à faire des césariennes, quand on voit le nombre de lésions en fait ou de fistules iatrogènes. Mais je crois que le médecin, si cette formation peut s'adresser aux médecins, je crois qu'il faut insister sur l'anatomie. Puisque finalement, lorsqu'on apprend aux non-médecins à faire des césariennes, ils font la pratique de la césarienne sans avoir les notions d'anatomie. Et je pense que c'est là où probablement nous avons beaucoup de problèmes. Et en ce qui concerne les fistules dans les milieux. Nous avions fait des enquêtes et on s'était rendu compte qu'effectivement, il y a un problème économique où parfois le mari trouve que c'est trop cher de payer une césarienne et dit à la femme, pourquoi vous n'accouchez pas par voie basse? Sur le plan culturel, on a besoin d'une sensibilisation, on a besoin d'avoir le soutien même du gouvernement pour que le droit des femmes soit respecté en ce qui concerne l'accès aux soins. Et là, je pense que la meilleure façon, c'est l'accessibilité à la césarienne. Elle devrait être soutenue par le gouvernement, mais on est encore très loin dans beaucoup de pays. Bien. Oui, Autre question. Oui, je vais me permettre de donner le micro à Jean Connery. Donc, juste pour remercier Denis Mukwege pour le lien qu'il a fait avec la FIGO, expliquer qu'on est dans une fenêtre de tir tout à fait exceptionnelle, puisque le mandat de Jean Connery est de 2 ans, que moi je suis son vice-président, que Jean Connery vit à Paris 6 mois de l'année pour des raisons familiales, et donc elle découvre cette sensibilité de la chirurgie francophone dont vous êtes les illustres représentants. Et on a commencé effectivement ce matin, on a fait une réunion de travail avec Denis Mukwege, on va essayer de développer des choses. Donc elle va vous dire un mot et si vous le souhaitez, je peux traduire après. Voilà. Merci. Désolée, je ne parle pas français. Okay. Désolée, je ne parle pas français. I want to thank, first of all, the Academy of Medicine and Surgery for inviting me to be present these last 2 days, because this has been really very important. And on behalf of FIGO, thank you, Professor Mukwege, for all that you do, for all that you lead, and for the conscience that you provide for all of us. FIGO has the ability to bring our societies from around the world, over 130 societies together, and listen and act upon what you're saying. And I will devote my presidency to working with you and making steps for us to go forward. You've outlined certainly what is required for surgery, but as important is the health system that we're looking at and the weakness of the health system, and really the respect and education of women and the standing of women around the globe. So thank you, and FIGO will take this forward and look forward to partnering with all of you on behalf of this work. Thank you. Merci beaucoup. Je dis un mot de traduction ou ça va? C'est bon? Très bien. Merci, Jean.